Bonjour à tous. Les choses sont allées très vite qu'attendu. Cotonou a décidé hier mercredi de la levée du blocus qu'il a imposé au pétrole de Niamey à Semekmoudji, retournement de situation qui fait le sujet de choix des quotidiens ce matin. Ils interprètent presque de la même façon l'acte posé par le pouvoir installé à la Marina. Nous allons consulter tout à l'heure dans un court kaléidoscope ce qu'il nous propose ce matin. Alors vers la fin de cette émission, vous aurez le condensé en détail de tout cela. Dans la revue de presse proposée donc par les publications. Ce sujet sera d'ailleurs notre thème de discussion tout à l'heure. Au moment de nos débats, nous allons nous interroger sur l'efficacité de cette option de Cotonou, de croire encore en la bonne foi de Niamey. Dans une heure de temps environ, les débatteurs seront installés autour de cette table. Autre élément au menu de votre matinale, cette rencontre annoncée par l'École régionale supérieure de la magistrature autour de la question de la responsabilité sociétale des entreprises en Afrique. Dr Karel Osiris Kofi Dogué, directeur de cette école. Avec lui, nous allons découvrir les contours de la question et faire le constat et l'état des lieux de la situation sous les tropiques. Bienvenue à tous. Autorisation provisoire de l'embarquement du pétrole nigérien à Semekmoudji. C'est avec fraternité que nous ouvrons la une des journaux. Patrice Talon démontre sa bonne foi pour un retour à la normale. Le Bénin réaffirme sa souveraineté, mais s'ouvre au dialogue. Mise en circulation du pont de Paou, les usagers soulagés par la fluidité du trafic. La vie des microbes, avec les microbes, le tandem Sobessa-Lama convie les scientifiques à Ouida. Et enfin, contrôle de l'action gouvernementale des ministres attendus au Parlement ce jeudi. Nous sommes maintenant avec Matin Libre, crise bénino-nigérienne. Les démocrates recommandent un dialogue direct, autorisation d'embarquement du pétrole nigérien. Tout ça pour ça, s'est exclamé Matin Libre ce matin. Et puis, relation Bénin-Niger, l'UPR et le BR, mauvais conseiller, a titré donc le journal. Protestation, la CSTB annonce une nouvelle marche très prochainement. Nous sommes avec l'autre quotidien, levée provisoire de l'embargo béninois sur le pétrole nigérien, la crise partiellement résorbée. Gaskiani Info, levée provisoire de l'embargo sur le pétrole nigérien. Le Bénin prouve sa bonne foi. Et puis le matinal, à présent, levée provisoire du blocage de l'embarquement du pétrole nigérien. Niamey se plie aux exigences de Cotonou. Une délégation de Cannes du Niger attendue au Bénin. Les appels à l'apaisement se multiplient. Décryptage info, embargo sur le pétrole nigérien à Cotonou. La volte-face du Bénin qui autorise le premier chargement. Le potentiel out de l'embargo sur l'embarquement du pétrole nigérien par le Bénin, toutes les motivations de la levée des sanctions par Talon. Et puis l'affiche du jour, le même sujet, exportation du pétrole nigérien. Le Bénin montre sa bonne foi en autorisant le chargement du premier navire. La réaction de Niamey vivement attendue. Et puis la boussole, levée provisoire de l'interdiction de l'embarquement du pétrole nigérien à Semekmoudji. Le Bénin renoue avec le rétropédalage, son sport favori. Les 4 vérités, tensions entre le Bénin et le Niger, imam alpha et non-musulmans de la fondation Malek Hossou exhortent béninois et nigériens à jouer la carte de la paix. Et puis, Office béninois des sports scolaires et universitaires, Soumo Victor Lanouin, nouveau directeur général de la structure. Et puis, nouvelle génération, Pipeline Niger-Bénin, autorisation du chargement du premier navire chinois. La preuve que le Bénin n'avait aucune intention de nuire aux intérêts du Niger. Nous sommes avec Défi Info maintenant. Autorisation par le Bénin du chargement du premier navire du pétrole brut nigérien dans les eaux béninoises. Claudine Prudencio salue la magnanimité des 2 chefs d'État. Le journal qui vous propose à lire la réaction donc de la présidente du parti
RN. Nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Autorisation provisoire de l'embarquement du pétrole nigérien à Semekodi. Patrice Talon démontre sa bonne foi pour un retour à la normale. Le Bénin réaffirme sa souveraineté mais s'ouvre au dialogue. Mise en circulation du pont de Kpaou, c'est quelque part à Ouida. Les usagers soulagés par la fluidité du trafic. Et puis, la vie avec les microbes. Le tandem Sobessa-Lama convie les scientifiques à Ouida. Et un des titres pour boucler. Contrôle de l'action gouvernementale des ministres attendus au Parlement ce jeudi. Nous voici donc à la fin de la une des journaux. On peut fouiller à l'intérieur de Fraternité pour voir un peu la position de quelques acteurs au sujet de cette affaire donc de lever l'embargo sur le pétrole nigérien. On va commencer déjà par la position du parti Les Démocrates, le parti de l'opposition. Et Fraternité qui nous rapporte que le parti dirigé par Boniaï appelle à un dialogue direct sans ingérence de puissances étrangères. Vous avez l'intégralité de la déclaration donc de ce parti-là à lire à la page 2 de la production de Fraternité ce jeudi matin. Toujours à la 2, vous avez, ma foi, le compte rendu du Conseil des ministres hier, le journal Fraternité qui met l'accent sur les classes sportives qui seront bientôt dotées de matériel et équipement. Vous avez le large sourire justement du ministre en charge de ce département et donc des sports. Le gouvernement opte pour l'acquisition d'équipements et de matériel. C'est donc pour l'amélioration des conditions de travail dans les classes sportives. Quels pourraient en être les impacts réellement et quelle est la lecture que le journal en fait? Achetez donc Fraternité dans sa production de ce matin et lisez. Vous avez donc l'intégralité du relevé du Conseil des ministres, toujours sur cette même page-là. Et puis à la 4, vous avez ce rendez-vous que Fraternité vous donne, notamment au Parlement. Il n'y a que des ministres sont attendus là-bas. Ce sera pour le contrôle de l'action du gouvernement. Quelques questions ont été déposées par les élus du peuple. Alors, quelles sont ces questions d'actualité et qu'est-ce qu'elles disent? Fraternité les a relayées sur 2 pages, notamment les 4 et 5 ce matin. Achetez donc le journal et informez-vous. Nous passons maintenant au bulletin d'information avec Ingrid. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Dans les titres du bulletin à suivre, les images d'un Bénin qui ordonne la levée provisoire de l'embargo sur le pétrole nigérien après plusieurs jours de blocage. Le ministre béninois des Mines l'a fait savoir hier lors d'un point de presse conjoint avec la partie chinoise. Les clauses de cet accord vous seront dévoilées dans la suite et le développement de cette édition. Et puis toujours dans ce mini-journal, nous allons ensemble avec les maires de l'Atlantique passer en revue les actions du gouvernement au profit de ce département. Ils se sont donné rendez-vous à la mairie d'Abomey-Calavi pour remercier le président Patrice Talon pour les différentes réalisations dont ont bénéficié les 8 communes de l'Atlantique pendant ces 8 années de gouvernance. Voici le bulletin. Le blocus sur le pétrole nigérien levé provisoirement par les autorités béninoises après une semaine de tension entre les deux pays, Ingrid. En effet, Tanguy, l'annonce a été faite hier lors d'un point de presse conjointement animé par le ministre béninois des Mines et le représentant de la délégation chinoise en mission au Bénin. On écoute un extrait des propos du ministre Samou Seydou à Dambi. Dans le cadre de ce projet, le Bénin et le Niger ont signé un accord appelé accord bilatéral qui fixe les conditions générales qui présideront à la construction et à l'exploitation du pipeline sur les territoires du Niger et du Bénin. Selon les dispositions de l'article 3.1 de l'accord bilatéral, le droit de transit du pétrole brut en provenance du territoire nigérien sur le territoire béninois est octroyé à l'État du Niger et c'est en vertu de ce droit que tous les autres accords et instruments juridiques ont été mis en place. Conformément à l'esprit de l'accord, l'État du Niger et l'État du Bénin sont tous garants de la jouissance à travers le système de transport du droit de transit octroyé à l'État du Niger par les expéditeurs du pétrole brut en provenance du Niger. Le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans le cadre de ce projet.
la douane nigérienne, ayant adressé une lettre à la douane béninoise pour la participation d'une délégation de cadres nigériens, ensemble avec les cadres béninois aux opérations de chargement telles que prévues par les accords, nous avons donc décidé d'autoriser le chargement du premier navire qui mouille dans nos eaux. C'est-à-dire donc que le Bénin n'a aucune intention de nuire ni aux intérêts de l'État du Niger, ni à ceux de notre partenaire commun, la CNPC, CNODC, Maison Mère de WAPCO. Toutefois, il est important de noter que cette autorisation ponctuelle et provisoire, telle que mentionnée dans la lettre de la douane nigérienne, ne saurait être érigée en règle de conduite pour l'exploitation normale du pipeline qui doit se faire dans un cadre normal de relations entre États. Aussi, voudrais-je vous annoncer qu'en vertu des articles 21 et 22 de l'accord bilatéral et de l'article 10.4 de l'accord du gouvernement hôte, la société WAPCO a sollicité la tenue de la réunion du comité inter-État Bénin-Niger de pilotage du projet aux fins d'examiner les sujets urgents liés à la bonne conduite des opérations d'exploitation du pipeline. Notre pays, le Bénin, a donné son accord pour la tenue de cette réunion du comité inter-État. À la suite du ministre des Mines Samou Seydou Adambi, le représentant de la délégation chinoise en mission au Bénin se réjouit de cette décision prise par les autorités béninoises. Il invite les différents acteurs à travailler pour une reprise totale des relations entre les deux pays. Suivons. Projet commun entre les trois pays du Niger, le Niger, le Bénin et la Chine. Et les trois pays ont mis tout leur soutien et leur contribution pour la construction du pipeline. Et nous avons obtenu un résultat satisfaisant dans le processus de construction. Donc, tout au long du processus, je voudrais souligner que les trois parties ont coopéré. Nous sommes actuellement au stade de mise en production, de transport et d'exploitation du pétrole. Nous sommes sûrs et nous avons la conviction que ces pipelines vont devenir un symbole d'amitié et de développement grâce aux efforts conjugués des trois parties. Donc voilà tout ce que j'ai à dire. Je voudrais remercier tous les journalistes ici présents. Merci. Les maires des communes de l'Atlantique saluent les actions du chef de l'État. Ils ont remercié Patrice Talon pour les différentes actions réalisées dans les 8 communes du département pendant ces 8 années de gouvernance. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration de reconnaissance et de soutien lui devant les populations. Les populations du département de l'Atlantique saluent les actions menées par le gouvernement de la rupture dans leurs différentes communes. À cette rencontre organisée par l'Association des communes de l'Atlantique et du Littoral, elles sont sorties en grand nombre pour exprimer de vive voix leur satisfaction au chef de l'État pour ses réalisations. Aujourd'hui, vous verrez qu'au niveau des différentes directions de notre pays, au niveau des différents ministères de notre pays, le chef de l'État a mis les jeunes au cœur de l'action gouvernementale. Et il faut le reconnaître. N'allons pas oublier de reconnaître, de saluer, n'est-ce pas, la construction des infrastructures socio-communautaires. Je veux parler des stades omnisports au niveau de certaines communes de l'Atlantique. Il faut le reconnaître. N'allons pas reconnaître aussi le programme d'insertion de la jeunesse. Je veux parler de PSI. Tous les 8 maires des communes du département ont répondu présents à cette rencontre de reconnaissance, accompagnés des conseillers communaux. Les actions du gouvernement dans chacune de ces communes ont été égrenées les unes après les autres, tous secteurs et domaines compris, pour reconnaître les mérites du président de la République. Nous, maires, élus communaux et locaux, représentant l'ensemble des populations des 8 communes,
du département de l'Atlantique, Abomey-Calavi, Alada, Pomancé, Ouida, Souava, Tofor, Tori et Zé, nous réjouissons particulièrement en cette période qui marque la 8e année du démarrage de cette dynamique inédite et témoignons notre reconnaissance pour toutes ces actions et particulièrement pour les réalisations socio-économiques suivantes. Le démarrage de la construction d'une cité administrative à Abomey-Calavi afin de mettre les agents des services déconcentrés de l'État dans de meilleures conditions de travail. La courageuse réforme structurelle du secteur de la décentralisation, le bitumage de la route Guado-Toribosito, la réhabilitation de la route Kota-Guado et le lancement de la deuxième phase de l'asphaltage dans la commune d'Abomey-Calavi. Les élus se sont aussi réjouis de plusieurs autres actions de développement, comme l'approvisionnement en eau potable des populations, l'extension du réseau électrique, la construction des stades, des commissariats d'arrondissement, l'organisation des Vodon Days, l'érection du centre hospitalier international de Calavi et diverses autres réalisations. Avant de mettre un thème à ce bulletin, nous vous dévoilons ces images de la visite des producteurs et transformateurs agricoles du Bénin à la zone industrielle de Glodibé. C'est une idée de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie du Bénin en partenariat avec la Chambre nationale d'agriculture du Bénin. L'initiative vise à sensibiliser ces acteurs du monde agricole sur les opportunités offertes par la GDIZ en matière de transformation locale de leurs produits. C'était donc la présentation d'Ingrid. Ingrid, bonjour. À nouveau, c'est la fin du bulletin, je suppose. Oui, c'est bien la fin du bulletin. Merci beaucoup pour la présentation. J'allais vous souhaiter plutôt bonne journée. Merci Tanguy. Mesdames et messieurs, voici les informations sportives. Pour les différents codes de la... Nous sommes jeudi et sur Sport Matin, on a toujours un invité sur cette émission. Et ce matin, donc, vous aurez chez vous à la maison Faisal Soula, qui est expert en world running. Monsieur Soula, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Vous avez été invité par Ali Moumouni. Ali, bonjour. Bonjour Tanguy. Avant justement de recevoir par ici votre invité, on va déjà commencer par donner quelques résultats. Je dois dire, dans le domaine du football, on va s'intéresser surtout au tournoi de l'UFOA des moins de 17 ans dans le groupe A pour la première journée. Oui Tanguy, on a longtemps parlé donc de cette compétition qualificative, bien entendu pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des catégories des moins de 17 ans. Et donc le Bénin entrera en compétition d'ici 2 jours. Mais avant, il y a les rencontres de la première journée. L'ouverture d'ailleurs qui a eu lieu hier entre l'équipe du Ghana et la Côte d'Ivoire. Tanguy, devinez le score, c'était un score fleuve, s'il vous plaît, 5-1 pour l'équipe ghanéenne qui était à domicile. Et donc pour la formation ghanéenne qui s'impose à l'équipe tenant de titre. Et je dis donc avis aux Béninois parce que ça va être très compliqué, très dur pour les Béninois, puisque le prochain adversaire, c'est la Côte d'Ivoire qui ne va pas vouloir sortir par la petite porte. Et donc, le Bénin aura du pain sur la planche pour s'en sortir. Donc, voilà pour ce qui concerne la rencontre d'hier entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. La suite, ce sera aujourd'hui au niveau du groupe B. Le Burkina Faso affrontera l'équipe du Nigeria. Et puis, le Togo jouera contre le Niger à partir de 19h. Donc, voici les rendez-vous de ce jour pour la suite de la compétition. Mais en attendant, les Guépards, quant à eux, se préparent toujours pour l'entrée en liste. Les Béninois ont effectué les déplacements donc sur Accra un peu plus tôt, et donc ce qui les permet de continuer la préparation. Et bien, enfin, nous fait ici le point de ce qui est fait depuis Cotonou jusqu'à présent. La préparation a commencé depuis Cotonou, même depuis Porto-Novo, il faut le dire, depuis le 25 mars, je crois, qu'on a commencé les présélections. Après, une sélection définitive a été faite du côté de Cotonou. On a fait un stage d'une semaine, une préparation d'1 semaine, avec des matchs amicaux à l'intérieur du pays avec les clubs de D4. Et après, on a fini cette première partie de préparation avec un match international amical contre les U17 du Togo à Lomé le 10 mai passé. Et le lendemain de ce match, on s'est retrouvé ici, voilà, du côté de Accra, pour continuer notre préparation et pour finir la dite préparation avant de rentrer en compétition. On peut quand même être rassuré qu'actuellement on est bien.
Après le match de Lomé, il faut dire qu'on a eu quelques blessés qu'on est en train de récupérer progressivement. Je pense que tout est fin prêt et je pense que le fait même de jouer le deuxième match contre la Côte d'Ivoire va vraiment nous aider parce qu'on aura une semaine de prépa. Et là, on met à profit cette semaine pour mieux préparer notre équipe, pour mieux aguerrir les jeunes, histoire de rentrer de plein pied en bon état dans cette compétition. Les expériences quand même nous ont aussi aidé à quand même passer ce test avec brio parce que de la première à la troisième édition, on a acquis beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Et déjà à Cotonou, on avait déjà fait le tri et on avait sur une liste de 30, on n'avait qu'un seul cas qui était non éligible, pardon, on avait un seul cas dont là jeté et dans le reste qu'on a pu faire quand même notre liste de 21 avec laquelle on est venu ici. C'est que c'est l'expérience qui fait qu'aujourd'hui on sort un peu gagnant de toutes ces étapes-là et aujourd'hui place à la compétition, place au jeu. Allez, on va maintenant passer à notre invité de ce matin. Il s'agit bien sûr de Faisal Soula. Monsieur Soula, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes expert à World Rowing et donc vous êtes au Bénin dans le cadre d'un programme de développement du système sportif national. Il s'agit bien sûr de la formation des formateurs de niveau 1 au niveau de la Fédération béninoise d'aviron, course de pirogue et pédalo. Alors, ça fait déjà près de 5 jours que vous êtes au Bénin. Alors, d'abord, ma première question, c'est de savoir comment vous appréciez l'environnement. Franchement, c'est convivial. Donc, moi, je suis allé à Poso-Tomé. Donc, je suis pas. Le soir, je suis arrivé à l'aéroport de Cotonou. Donc, les gens sont très, très accueillants et l'environnement est parfait. Donc, pour développer du sport naturel, parce que l'aviron, c'est un sport naturel, c'est un sport de nature, de plein air. Donc, le lac s'y prête. Donc, le lac Aimé est formidable pour cette activité naturelle, d'accord. Vous aurez plus d'occasions certainement pour faire encore le tour, surtout de Cotonou et d'autres villes du Bénin avant votre départ. Mais le programme est trop chargé, donc... certainement à la fin oui, de la formation. Alors, quand on est expert à World Rowing, quelles sont les tâches qu'on est appelé à exécuter? Généralement, c'est développer l'activité, encadrer les entraîneurs, s'occuper de la structure sportive au niveau de management, au niveau d'organisation, l'arbitrage et tout ça, tout ce qui est structure sportive, donc comment organiser les compétitions, comment organiser la fédération en elle-même. Donc le programme est clair. Les programmes de développement de structure sportive, ça passe par la solidarité olympique. C'est à travers les comités olympiques en étroite collaboration entre la fédération, les fédérations nationales, en l'occurrence la fédération béninoise d'aviron, le comité olympique sportif béninois, remercier pour tout ça parce qu'ils sont très dynamiques sur ce plan-là, et le ministère de Sport qui est le bailleur de fonds. Donc, et qui accompagne également cette initiative. Pour revenir bien sûr à l'initiative, au sujet en question, vous êtes au Bénin pour la formation de niveau 1 des formateurs béninois dans le domaine bien sûr d'aviron. Dites-nous comment se déroulent les travaux. On a choisi 12 entraîneurs pour la formation, donc 12 pratiquants, dont 4 qui sont des entraîneurs de club, et le reste, c'est des gens qui ont une formation universitaire et quelques-uns qui sont des anciens rameurs, des anciens athlètes. Donc la formation, je pense que ça marche à merveille, ils sont de bons récepteurs. Et je pense que c'est eux qui vont s'occuper du développement de cette activité après, de prendre la relève. Bon, la formation, ça va durer 7 semaines et puis il y a un suivi à distance. Et on va revenir au mois de septembre pour continuer. Donc ce n'est pas directement une formation face à face, présentielle, mais une formation à distance qui se fait sur notre plan. Nous avons une plateforme Académie de l'aviron, de World Rowing, de la Fédération internationale. Ils ont déjà, avant de venir, ils ont commencé la formation. Ils vont continuer la phase théorique et ils doivent continuer à avoir leur formation. Donc c'est une formation continue. D'accord. Alors, quelles sont les thématiques sur lesquelles vous avez travaillé déjà pour cette phase pratique depuis que vous êtes... Les thématiques, généralement, c'est la partie sécurité, la partie protection des enfants, la partie technique, la partie réglage des bateaux et la partie introduction. Donc, ce sont les thématiques, surtout la partie sécuritaire. Nous, on pense beaucoup à l'athlète. Notre axe, notre centre d'intérêt, c'est l'athlète. Son bien-être, d'ailleurs. Et son bien-être, sa protection et tout ça. Donc, et le matériel, donc, il coûte cher. Maintenant que la fédération est dotée de matériel, ils ont eu le matériel dans ce programme de DNSS, un matériel qui va permettre d'organiser le championnat
championnat national au Bénin va être plus costaud et je pense que dans le futur, l'année prochaine ou à la fin de cette année, on va faire un championnat régional entre le Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin. Donc on va regrouper 4-5 pays pour faire un championnat régional. Et ça va être ça va être ici au Bénin, au Cotonou. Pour voir le niveau de progression des athlètes, surtout que les entraîneurs sont désormais formés en termes d'assimilation, est-ce que vous pouvez dire que ça passe très vite chez les participants? Je pense que d'après les feedbacks que j'ai reçus jusqu'à maintenant, la communication est très fluide et j'attends d'eux sur le plan pratique. Je ne vais pas leur jeter des fleurs maintenant. J'attends d'eux qu'ils vont faire de bons progrès. Donc, je pense que ça marche. Et c'est lorsqu'ils vont se rendre dans leur club, je pense qu'ils vont se développer. Déjà, ils ont un acquis. Donc, je pense qu'ils vont s'améliorer plus. Donc, Et pour ce qui est de la pratique de l'aviron au Bénin, vous avez vu les formateurs, vous avez vu des anciens athlètes également qui sont parmi les participants. Comment vous appréciez alors le niveau de la pratique de l'aviron au Bénin? Bon, disons que les plans d'eau s'y prêtent, d'accord? Il y a beaucoup de plans d'eau. Le potentiel humain, je pense que c'est bon. Je pense qu'il y a le potentiel humain. Ce qui manque, c'est la culture. Il faut instaurer la culture de cette activité comme d'autres sports. Donc, une fois, je pense qu'on instaure cette culture-là, cette tradition, j'espère voir le Bénin sur le podium dans les futurs championnats continentaux ou les Jeux continentaux. Ils ne sont pas loin de podium, parce que dans les derniers Jeux africains de beach, ils étaient pas loin, ils étaient 4e. Donc, je pense qu'ils s'approchent de plus en plus du podium. Donc, c'est une bonne chose. Ce qui m'amène à ma prochaine question. Est-ce que direz-vous que le Bénin a les chances de devenir l'une des grandes nations de la pratique d'aviron sur le plan continental? Je ne vais pas être prétentieux à aller au plan mondial, mais disons sur le plan continental, le plan africain. Honnêtement, pour les 5 prochaines années, je te confirme que sur le plan africain, ils auront de bons résultats. S'ils continuent, évidemment, ça va se projeter, le vecteur, ça va continuer. Et je pense qu'ils auront de bons résultats sur le plan international, d'accord? Je dirais international, c'est-à-dire global, quoi. Oui. Mais sur le plan africain, ils sont très proches du podium, donc qu'ils travaillent, et je pense que le potentiel y est. Je crois déjà qu'avec les efforts fournis donc par les responsables au niveau des fédérations, le Bénin devient le 3e pays à bénéficier de cette formation du programme de développement du système sportif national. En témoigne d'ailleurs vos propos de tout à l'heure. Alors, quel conseil donnerez-vous aux dirigeants pour pouvoir faire développer davantage l'aviron au Bénin et faire ancrer ça dans les habitudes? Honnêtement, c'est un sport qui ne fait pas gagner de l'argent. Donc, il faut aimer cette activité, il faut croire au potentiel de nos jeunes béninois et il faut faire de son mieux pour pousser les clubs et pousser les athlètes et les jeunes à faire cette pratique parce que ce n'est pas un sport qui fait gagner de l'argent pour les gens. Mais c'est un sport qui fait gagner des médailles et qui peut hisser le drapeau béninois sur dans les manifestations internationales. Ça, c'est très important. Monsieur Faisal Soula, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est merci aux athlètes qui sont venus nous encourager, merci aux entraîneurs, merci aux responsables de la Fédération béninoise, du Comité olympique et du ministère de Sport. Et bon courage à tout le monde. On est là pour aider, on est là pour soutenir, pour les accompagner, pas pour les former, pour les assister, donc tout simplement. Donc on veut bien les voir sur les podiums et voir cette activité se développer chez vous. Donc c'est ça le plus important. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous avez compris, le Bénin a toutes les chances donc de se retrouver parmi les grandes nations, sans vouloir être prétentieux, bien entendu, du monde dans la discipline d'aviron. Et donc ceci passe par les efforts que fournissent déjà les autorités au niveau de cette fédération béninoise d'aviron, course de pirogue et pédalo, et également grâce à l'accompagnement du comité olympique et du ministère des Sports béninois. Monsieur Faisal Soula, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. J'espère que vous êtes expert à World Rowing, Tanguy. Merci beaucoup pour les quelques minutes de l'année. Merci beaucoup à vous deux. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici notre invité ce matin. Merci.
En attendant de recevoir notre invité, je rappelle que juste derrière lui, on aura la revue de l'actualité sur le net. Ce sera avec Florence Bossa. Je rappelle aussi que notre débat portera sur le nouveau développement de l'actualité lié à la diplomatie béninoise entre justement le Bénin et le Niger. Il y a de derniers réajustements, dois-je dire ainsi, depuis hier. Donc, Cotonou qui a décidé de lever le blocus imposé sur le pétrole du Niger à Sémékodji désormais. L'entreprise chinoise peut, ma foi, embarquer le pétrole, en tout cas pour le premier navire qui a déjà accosté. Notre invité ce matin, c'est le Dr Karel Osiris Kofi Dogué, directeur de l'école régionale supérieure de la magistrature à Souma Ouada. Monsieur Dogué, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Vous êtes là pour que nous parlions de la question de la responsabilité sociétale des entreprises. C'est bien cela. C'est bien cela. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci pour votre disponibilité. Allez, on va faire un petit travail d'explication préalable. C'est quoi la responsabilité sociétale de l'entreprise ? Alors, c'est un concept qui est, je dirais, sous nos cieux africains, encore ignoré par une bonne partie de nos concitoyens. Mais ce sont des actes, des actions qui permettent justement d'avoir un développement durable. C'est le retour, je dirais, d'une entreprise, entité économique prise de manière générale, sur des actions permettant justement de contribuer significativement à pérenniser l'entreprise pour que nous puissions avoir justement un développement inclusif. Vous savez que nous avons au niveau de l'Union africaine l'agenda 2063 en matière de développement durable qui prévoit justement des objectifs à atteindre. Et à cet égard, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est la contribution, si vous voulez, des entreprises, des entités économiques à cette réalité du développement durable. J'avoue que j'ai un peu de peine à faire le lien, magistrat, entreprise, développement durable. C'est quoi le fil rouge, le fil conducteur ? Alors, l'École régionale supérieure de la magistrature, c'est l'entité de l'OADA en charge du renforcement des capacités des acteurs juridiques et judiciaires confondus dans l'ensemble, que ce soit les magistrats, les avocats, les notaires, les experts comptables. Alors, à cet égard, vous savez que c'est une entité qui a harmonisé le droit des affaires des 17 États. Et qui dit développement, dit développement économique, développement social, etc. Et en ce sens, nous avons obligatoirement, en tant qu'entité qui a harmonisé le droit des affaires, une contribution significative à l'encadrement de la responsabilité sociétale des entreprises. Vous savez par exemple que lorsqu'on fait des états financiers d'une entreprise, il y a des informations non financières, des informations qui ne sont pas chiffrées, qui sont pourtant très utiles pour apprécier le développement de l'entreprise, surtout en considérant les normes de développement durable. À cet égard, l'École régionale supérieure de la magistrature a choisi la thématique de la responsabilité sociétale des entreprises, qui est très souvent ignorée, pour mettre en lumière ces aspects-là, afin de contribuer non pas seulement à la croissance économique chiffrée, mais également au développement durable, à la croissance inclusive et à tous les autres concepts qui y sont associés. Il faut dire que c'est une tradition au niveau de l'école. Tout à fait. C'est la 3e fois. Pourquoi avoir instauré cette habitude ? Alors, nous avions des professionnels qui n'avaient pas de creuset, je dirais, pour se retrouver tous, à la fois des professionnels du droit et des professionnels du chiffre. Et donc, nous avons pensé, il y a de cela 5 ans maintenant, le Forum international des professionnels du droit et du chiffre, pour servir de creuset à tout ce qui est acteurs juridiques et judiciaires, mais tous ceux qui sont des acteurs également du chiffre, pour pouvoir se retrouver, créer ce creuset-là et échanger sur des problématiques qui sont transversales. Il ne s'agit pas de problématiques qui sont propres à une corporation ou une catégorie donnée, mais qui sont partagées par tous les acteurs concernés et les opérateurs économiques également au premier chef. Et donc à cet égard, vous voyez un thème comme la responsabilité sociétale des entreprises. Nous avions, lors de l'édition dernière, traité du financement des entreprises. Nous avions également traité du développement économique au niveau de Dakar au Sénégal, après avoir été ensuite à Kigali au Rwanda. Et maintenant, nous avons choisi Yaoundé pour discuter de cette question qui regroupe à la fois les experts comptables, les entités économiques et tous les autres acteurs. Que c'est l'entreprise qui vous intéresse surtout. C'est surtout ça. Vous avez
touché le nœud gordien de la chose, c'est vraiment l'entreprise qui nous intéresse parce qu'elle est le maillon qui reçoit le développement. Pendant nos commerces, en tout cas pour préparer cette entrevue, j'ai cru entendre que c'est un sujet fondamental et important pour vous. En quoi est-ce que justement la responsabilité sociétale des entreprises est un sujet capital au point d'en faire, je dois dire, une thématique d'intervention et d'échange à ce haut niveau? Alors, nous avons, au regard des études, pu constater que la responsabilité sociétale des entreprises, elle est fondamentale parce qu'elle constitue une opportunité pour l'Afrique. Okay. C'est une opportunité pour l'Afrique face aux questions de fragilité de nos recettes publiques. On sait tous que lorsqu'une entreprise, une entité économique de manière générale prend en compte les données de responsabilité sociétale des entreprises, les informations non financières, elle est plus à même d'être pérenne, elle est plus à même de prendre en compte à long terme son existence. Et à cet égard, il y a bien entendu ces informations non financières qui contribuent significativement à améliorer l'écosystème de nos États, de nos entreprises. Et c'est pour pouvoir justement permettre aux entreprises de développer elles-mêmes une politique RSE, de développer elles-mêmes une stratégie de mise en œuvre des standards internationaux en matière de RSE que nous avons pensé ce thème pour le FIPROT. La rencontre, c'est la semaine prochaine? Alors, c'est du 22 au 25 mai, et donc c'est dans à peu près 7 jours, 8 jours, à Yaoundé, à l'hôtel La Falaise, et nous aurons bien entendu plus d'une trentaine de panélistes, modérateurs et rapporteurs pour traiter de manière pratique de cette thématique de la responsabilité. Qu'est-ce qui va se passer là, à Yaoundé là? Alors, nous aurons des intervenants africains, nous aurons des intervenants canadiens, américains, français, du monde entier, bref, qui sont des spécialistes de la question de responsabilité sociétale. Nous allons traiter du cadre juridique de l'encadrement de la responsabilité sociétale, mais nous allons aussi voir dans quelle mesure est-ce que l'OHADA peut intégrer les questions de RSE dans l'encadrement juridique des actes uniformes de l'OHADA. On pourra aussi à cette occasion, pour les entreprises, les entités, les former, leur donner les outils pour mettre en œuvre un plan de RSE utile pour la pérennité de leur existence. Vous parlez déjà des résultats attendus, hein? Oui, quelque part, en termes de résultats attendus, vous avez raison de le souligner. Nous pourrons, au sortir de cette manifestation, nous assurer si l'OHADA peut servir de réceptacle à la responsabilité sociétale des entreprises, si le cadre juridique peut être amélioré, mais aussi de manière pratique, nous aurons des outils qui vont être développés, nous aurons des plans de durabilité qui vont être présentés, nous aurons aussi des experts qui vont venir nous présenter des critères qui permettent d'apprécier la durabilité en Afrique dans des secteurs, que ce soit le secteur minier, le secteur pharmaceutique, le secteur de l'énergie, etc. Donc ce sera vraiment une messe pour les acteurs, les secteurs des télécoms et j'en passe. Quels sont les gros défis, et ça va être ma dernière curiosité, quels sont les gros défis aujourd'hui quand on évoque ce sujet-là en Afrique? Alors, le défi de ce sujet, l'un des défis majeurs, c'est que les entités économiques ne perçoivent pas systématiquement la plus-value d'investir dans la responsabilité sociétale des entreprises. Or, et nous voulons leur démontrer en participant à ce forum international des professionnels du droit et du chiffre sur la RSE, nous voulons leur démontrer qu'il y a justement une plus-value économique à investir dans la RSE, dans des pratiques responsables lorsqu'on est un investisseur, lorsqu'on est une entité économique. Et nous avons eu, je dirais, beaucoup de mal à pouvoir mobiliser des acteurs, des sponsors pour pouvoir accompagner cette manifestation. Mais étant une entité continentale, nous avons tenu à maintenir l'activité et nous invitons toutes les personnes intéressées à cette thématique, toutes les personnes qui sont intéressées à réduire les émissions à effet de serre qui protègent les générations futures, à se rapprocher de nous pour pouvoir participer à cette manifestation. Nous avons aussi des stands que nous offrons pour pouvoir présenter des produits qui sont
éco-responsable. Et donc, voilà l'un des défis que nous avons tenté de juguler. Et je vous remercie d'ailleurs de nous avoir permis d'en parler sur votre plateau. C'est un devoir. Docteur Doguin, un mot pour finir. Pour finir, je pense que lorsque nous agissons aujourd'hui, nous devons penser à demain, que nous soyons une entité économique, une entité juridique ou encore même un individu lambda. Et cette contribution, cette empreinte ne peut être faite que si nous sommes conscients nous-mêmes des actes utiles à poser en matière de responsabilité sociétale des entreprises. C'est donc ce à quoi j'invite tous nos concitoyens. C'est une activité non pas seulement pour les Béninois, mais pour toute l'Afrique entière. Et nous les invitons à ces gestes éco-responsables dans le cadre justement des meilleures pratiques de responsabilité sociétale des entreprises. Merci. Docteur Karel Osiris Kofi Dogué, merci beaucoup. C'est moi. Sur Actu Matin. Je rappelle que vous êtes directeur de l'école régionale supérieure de la magistrature à Souma-Ouada. On parlait de la responsabilité sociétale des entreprises à l'instant. Bonne journée. Merci. À vous également. Florence Bossa, bonjour. Bonjour, Tanguy. Vous êtes là pour l'actualité sur le net. Voici donc ActuNet. Florence Bossa, à nouveau, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis. Alors, que nous disent justement les infos sur Internet ce matin? Tanguy, la crise diplomatique entre le Bénin et le Niger, c'est le sujet qui cristallise l'attention des internautes cette semaine sur la toile. Alors que les tensions deviennent de plus en plus fortes entre les deux pays, les confédérations syndicales, quant à elles, ont réussi leur mission le week-end dernier, celle de protester contre la vie chère au Bénin. Le récit des faits de ces sujets brûlants de l'actualité et les réactions des internautes, c'est ici et maintenant. Tout a commencé en fin de semaine dernière. Le président du Bénin, Patrice Talon, a interdit ses eaux aux navires pour l'embarquement du pétrole nigérien. Une décision qui a été prise en raison de la nature des relations entre les deux pays, frères et amis, et qui se caractérise par le refus prolongé de Niamey d'ouvrir ses frontières terrestres avec le Bénin. Et quelques jours après cette décision du président Talon, la réaction des autorités nigériennes ne s'est pas fait attendre. Le premier ministre du Niger, Ali Lamine Zein, a répondu au président béninois Patrice Talon au sujet du blocage du transport du pétrole nigérien via les eaux béninoises. Dans ses explications, le premier ministre affirme que le maintien de la frontière nigérienne fermée, en dépit de la levée des sanctions de la CEDEAO et même la réouverture des frontières du côté béninois, se justifie par des préoccupations liées à la sécurité du Niger. Ali Lamine Zein a déclaré que le Niger sera prêt à rouvrir sa frontière, je cite, « lorsque nous aurons la certitude que notre territoire est en sécurité ». Fin de citation. Cette actualité brûlante a fait réagir bon nombre d'internautes sur la toile. Plusieurs observateurs estiment qu'il faut trouver un interlocuteur valable pour jouer le rôle de bons offices entre les deux parties. Alors qu'il était de passage ce dimanche 12 mai sur la chaîne de télévision nationale ORTB, Malik Gomina, député à l'Assemblée nationale, a mis l'accent sur ce qu'il considère comme contre-vérité des déclarations du Premier ministre nigérien. Qu'on cesse de faire croire au Niger que le Bénin leur veut du mal. Nous ne leur voulons aucun mal. Il n'y a aucune base militaire française ou américaine chez nous pour les attaquer. Également, la première force politique béninoise, le parti UP Le Renouveau, rappelle à l'opinion qu'historiquement et stratégiquement, le Bénin est l'un des rares États de la sous-région à s'être abstenu d'héberger des bases militaires étrangères sur son territoire depuis son accession à la souveraineté internationale. Le Niger, connu pour abriter des bases militaires étrangères, n'a pas de leçon à donner au Bénin en cette matière. Les démocrates condamnent ce qu'ils appellent l'approche conflictuelle adoptée par le pouvoir de la rupture et invitent les deux pays à la table de négociation, celle du dialogue respectueux des intérêts de toutes les parties, notamment de l'aspiration fondamentale des peuples du Niger et du Bénin à la paix sans ingérence extérieure. À travers un communiqué en date du 14 mai 2024, le parti FCBE dirigé par Paul Nkpé a exhorté le gouvernement béninois à prioriser le dialogue et la voie diplomatique et les autorités nigériennes à plus d'ouverture pour un dénouement total de la crise pour le bonheur des deux peuples. Par ailleurs, le parti invite la Chine à jouer le rôle de médiatrice pour le rétablissement rapide des relations entre les deux pays frères.
L'ancien président du Bénin, Nicéphore Soglo, trouve que cette démarche peut briser les liens coopératifs et diplomatiques entre le Bénin et le Niger. Pour lui, le Bénin ne sortirait pas totalement gagnant de cette situation sans des pertes économiques significatives. Par ailleurs, l'ancien chef de l'État fait une suggestion, celle d'une intervention rapide du Forum des anciens chefs d'État africains. D'autres citoyens Facebookers ont également réagi sur cette actualité. Ils invitent majoritairement les pays à trouver un terrain d'entente. Les dirigeants passent et passeront, mais les peuples demeureront toujours. Ne nous laissons pas prendre aux jeux brutaux de la politique politicienne africaine. La balkanisation de l'Afrique a été sans notre consentement, donc ne nous laissons pas entraîner dans ces choses inutiles. Ce que Talon a fait de mieux dans cette affaire est qu'il ramène le débat panafricain fondamentalement dans l'espace public et politique du Bénin, ce qui n'a pas été le cas depuis plus de 30 ans. Autre sujet qui n'est pas passé inaperçu sur la toile, c'est la marche de protestation contre la vie chère au Bénin. Les travailleurs représentés par la CSA Bénin, la CGTB, l'UNSTB et la COSI Bénin ont crié leur peine ce samedi 11 mai 2024 après 2 tentatives étouffées. La quête pour des conditions de vie dignes, la préservation des acquis sociaux et le rejet de l'overdose de réformes ont été les messages forts de cette mobilisation. Sur les bannières flottaient des déshydratats tels que « Non à la cherté de la vie »,« Oui à des conditions de vie et de travail équitables pour tous »,« Non à une gouvernance qui affame ». Cette expression pacifique de requête, à partir des préoccupations populaires, appelle une réponse humaine et sensible aux aspirations démocratiques d'un peuple longtemps resté trop passif et abandonné par plusieurs de ces organisations qui semblent enfin s'éveiller. Pour une certaine frange d'internautes, le contexte peut sembler opportuniste et une confusion peut naître entre la nature politique et syndicale des réclamations, mais il vaut mieux tard que jamais, c'est le cas de ces Facebookers. Si chaque gouvernement passe et on chante la même chanson, alors qu'est-ce qu'Anselme Amoussou a fait pour faire changer la donne? Le plus utile serait de marcher afin de trouver des idées pour aider le développement. Pensez plutôt à des marches pour faire naître des projets. C'est aussi mieux que vous marchez pour que l'État vous soutienne pour accompagner vos efforts. Voilà qui est bien résumé, Tanguy, l'actualité sur Lunette concernant les sujets brûlants de l'actualité. Il faut aussi rappeler que le Bénin a levé de façon provisoire l'embargo sur l'exportation du pétrole nigérien hier. Tout à fait. Et les réactions fusent en tout cas sur Internet, aussi bien que dans la vie réelle. Canal 3 en tout cas a fait quelques récoltes pour vous à travers sa rédaction. Alors, on va passer maintenant au deuxième acte de votre rubrique. Il s'agit de cette partie réservée aux vidéos et images qui font le buzz. Exactement. Lors de la randonnée hebdomadaire dans l'univers des réseaux sociaux, nous avons pu apercevoir quelques-unes de ces vidéos et images. Les unes arrachent tout simplement le sourire, d'autres abordent les sujets de société racontés sur un ton humoristique. Regardez. Regarde ce qu'on a pris aujourd'hui. Ah, l'État augmente les prix des choses comme il veut. Même 2 plus 2 est devenu 7. La vie est vraiment chère. Laissez-moi les yeux.
Tanguy, ce sera tout pour Actu sur le net pour le compte de cette semaine. Merci beaucoup Florence Bossa pour sa vidéo et ses images assez intéressantes et surtout ce tour d'horizon de l'actualité vu par les internautes. Bonne journée. Merci à vous de et à jeudi. Mesdames et messieurs, vous devriez avoir droit à votre rubrique Instant Drame. William Cliquin n'est pas encore prêt. On va faire la pause. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Airfroid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Airfroid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Airfroid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Coucou mes Warriors, alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Coucou mes Warriors, alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il
faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Rodrigue prépare sa petite portion de terre pour la culture contre-saison de la patate. C'est déjà le moment, en ce mois de mars débutant. Rodrigue n'est pas très avancé. Avec ses copains qui ont bien voulu lui porter un coup de main, il est passé la veille nettoyer son terrain, un modeste espace d'environ un demi-hectare. Aujourd'hui, il est là pour arroser le sol. On a dans une glodie. On a pas wali. On a pas go. Na dans une legbe. On a pas so. De jawe. O jona itoma.
Kaka, bame. Ouais, dossier aussi. 100 mètres, oui, on doit faire. Quand 100 mètres, oui, on doit faire. On doit faire. La ko diga analo la ko yibula lo piteden bala que you know ko da mo pe 10 500 you know pe 10 le don don sina bo si on zo wa single fio ko efo besi ọ̀la yìí kúngbà dìyàn àzẹ́ àníyàn lọ gbogbo ló lè dìyàn àwọn tó lọ ewúlé ni ní àga kú bọ ẹ máa wúlé à àmọ́ ẹ náà bọ̀ à ẹ náà sìyẹn. En moins de 2 jours, c'est la 2e fois qu'il se plie à cette obligation, dans une zone pourtant inondable, à peu près 5 mois sur 12 dans l'année. Mais akpon di kaka na akpon jibo jina jaba na akpon fio dio ena na de ena na gbo ni aga akpon saison ton amo dio na bo jiwa be o ena jadeji bo ji ko ena yon amo ni akpon di tan teme ana turo jina ja semi lo me semi die me ni jima ja bebo Susan Lokpo atari o bo jima ja ahan awa ete anze mo to mo wa fi na don do wele o me bo ene o wele lo fun ena mo vivo wele mi po edo tavon le ron bo Susan aton atari le ron bo Susan ene o yino ya ya o fofo to wa o to na gbon eji to egbon eji o efo ele kan were n to na kudo ina le levo welio eye besoin si bon takion eye son besoin si bon takion alors takion do e na do gbon fi ele a edo côté ton wa you do ni ai kun ba si on e na gusi ye bon la le kun takon bon la je didoji na je didoji na je didoji e besoin si on e na si no ko ji japo e fo na takion ne. Irriguer son champ appelle un grand investissement pour le cultivateur de patates. C'est le premier niveau qui épuise financièrement les cultivateurs de cette région. Dernier bloc, j'ai dépensé 95 800. Un million de plus un essence. Un moteur. Ni mi pa pe gbe di on me do ko de le amo don me ni le we do kwe bo na blo ti o kele de po mi le gbe o e be kwe titan ama mo gba de me ana attention dia e no problème vivre ko plus o gba de me yero si on attention fene dion gba ne dion e communiquer ko do rivière d'Ahodepo, bon, mais il y a d'argent. Donc, d'argent, quand on coupe des bon, mais les gars, sont noués, et il y a par jour, il y a 5 000. Mais on a donc, si nous le c'est 5 000. Au camp, il y a un lion, et il y a un cadeau quand nous avons fidèle dans ce Après l'épreuve d'irrigation, il faut engager un autre pari, celui de décrocher des manœuvres pour aider à labourer cette terre ainsi mouillée. Il faut trouver son équipe
au plus en 24 heures. Deux jours après l'irrigation, les laboureurs sont à l'œuvre. C'est une équipe constituée d'amis, disponible pour proposer ses services et ses bras pour labourer. Mais là, il faut prévoir de quoi les satisfaire. Si gâteau est mort, ouais, mais c'est grec pour le bébé. Donc ils font le gâteau mais le lait quoi, il quand il y a des hommes, le lait pour faut quoi. Il va pour tabac ouais. Pas le lait. Quand des mille dio, ok, 296. Oui, mon. Tu vas le glio. À quoi il y a un moment où vous avez? À quoi un moment où le glio? À maman quoi? À ouvrir le minus à ouvrir quoi ton temps? Mino bac betole. Ni na po glio le hemile. Mino badu go midi. Bon, mi je fini o. Glio le na do yaperi. Bon, mi na bro. Ai kung ba bo ame. Wende ai kwa mo do mo dio. E so de wa yo. Machine pot pop. Ne no dusi yo. Wa yo yi. Mo wa dusi sin to gbo me. To da ho me hwe. Mo don do ai kung ba yi. Bo ai kung ba e bo. En dusi yo a dusi yo bo pe me yo na bo. De bo wa no bo mi do le din. Amadan de ji a se ole a. Oh, namide. Beaucoup de bene. Oh, mais beaucoup de bene. Famille belle. Namide. Normal. A jiklo de moi. Do tagbado me do ate. Analuwe me do ai amo me do ai kun gbanle. Don mo do don mi jona le gri ya go de weli yo. Don amo ile na ana khaya ana do ko no do yin khaya ikun gbanwe. De ko mo gbori. Ka je so. E wa gbe me nu gbori po. Ba edo e kati de mi do mi din yo. Me le ko 5000. Do gbori po. Donc a me disi wa fne din yo. Mais ça me dit c'est un jour. Et les Mathieu si vous voulez, et à Gaëtan, mais c'est là, d'ailleurs, il le gris. Mais Dieu, et même il a des filles, et moi. Après une lutte acharnée contre la terre avec une daba, les tâcherons marquent une pause. Il est près de midi et cela fait plusieurs heures qu'ils sont courbés. Il faut bien céder aux exigences du corps qui veut souffler un moment. Ni le gban ni propriétaire di on na tu ro o me le e do 5000 do gomitan bon je ko gbera 5000 ma do retraite à son ma do retraite parce que yi me hole de ko bo mi wa mo yo e do retraite ye ko yo akwari don transfer de bonwa ne pe wo bulo le o jan wa you know. Les laboureurs ne sont pas les seuls ouvriers sollicités pour la culture de la patate. Il faut aussi les femmes qui doivent profiter de l'humidité du sol pour mettre en terre ce qui deviendra plus tard ces plants de patates. Ouais, non, comment de non bloc mon. Ouais, son dia bi bloc. Ave o no ani. Ya bloc ani to na ve. Wa tite we.
Des mois, il y a un blême, il finit par lui. Il m'a fait un peu de bibliologie. De l'année 70. De l'année 70. Il a deux mois avec lui. Il a soit 5 000. À deux mois, il a 10 000. Il a soit 1 000. Il a beau 100 000. Il y a des hommes qui ont badano. Mais gobo bindo glaison, mia oule miai. La période de plantation reste la dernière étape de la première phase de pression pour la culture de la patate. Il faut bien connaître le temps pour ne pas planter ni trop tôt ni trop tard. Et dans un contexte de village, les cultivateurs se fient au changement du temps et à ses caprices qui peuvent être aussi trompeurs. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer. Nous voici pour le moment de nos discussions. Le riche, bonjour. Franck, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour, Tanguy. Il y a un dernier développement dans le dossier qui oppose le Bénin au Niger. Le Bénin qui a choisi désormais, en tout cas depuis hier après-midi, de lever l'embargo qu'il a imposé sur le pétrole de son voisin. Qu'est-ce que peut bien expliquer ce repositionnement, cette reconsidération de position? Et quelle pourra en être la suite? Quels sont les commentaires possibles autour de cette actualité? C'est de ça qu'on parle ce matin. Le riche, nouvelle donne désormais. Et c'est allé très vite. Le Bénin qui lève son embargo, son veto. Ça devrait aller vite. Quand chacun joue son rôle, c'est le plus important. Vous avez vu, il a fallu juste une lettre de la partie nigérienne pour que les choses commencent par s'arranger. Donc ça peut vous faire comprendre que quand deux parties ne se parlent pas, elles n'arrivent toujours pas à trouver une solution réelle pour pouvoir régler la situation. Le Bénin a posé un problème. Vous savez, et tel que la situation s'est produite, j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'ont vraiment pas cerné le fond. Le pétrole appartient au Niger. Le Bénin convoie le pétrole vers la Chine. Donc, le Bénin doit assurer la sécurité et savoir avec précision à qui il l'envoie. C'est vrai qu'il y a trois parties qui sont impliquées dans ce projet. Vous imaginez que on doit embarquer le pétrole qui vient du Niger, qui appartient au Niger, pour la Chine, et c'est la Chine qui envoie l'information que ce pétrole doit être embarqué ici, dans le port de Cotonou, à Semé. Ça pose un véritable problème. Celui à qui appartient le pétrole et qui a contracté son marché devrait dire: attention, je vous donne l'autorisation d'embarquer ce pétrole-là. Ça n'a pas été fait. Et le Bénin a trouvé qu'il y a mal donne dans la procédure. Et c'est justement pour cela qu'il y a eu un blocus.
Mais rapidement, les gens l'ont interprété de diverses manières. Aujourd'hui, il a fallu simplement que la partie chinoise vienne d'une certaine manière intervenir pour que les deux parties comprennent, ou plus précisément, la partie nigérienne comprenne qu'il fallait faire les choses dans les règles de l'art. Ça doit se faire de douane à douane, de la douane nigérienne à la douane béninoise. Aujourd'hui, ça a été, vous voyez, il y a déjà un début de déblocage de la situation. Il a suffi simplement que le Niger envoie la lettre, que la douane nigérienne précisément envoie une lettre à la douane béninoise pour notifier que oui, effectivement, nous voulons le faire. Mais comme on le dit, ce n'est qu'une autorisation ponctuelle et provisoire, parce qu'il y a d'autres aspects des clauses qui doivent normalement être discutées par les deux parties, sinon les trois parties. Donc, il faut nécessairement que les deux parties se retrouvent soit sur la même table, soit au moins ne serait-ce qu'en ligne, pour pouvoir véritablement échanger pour le reste. Mais déjà, il faut reconnaître que le problème n'était pas aussi difficile à régler, mais quand les dents sont dures des deux côtés, on n'arrive pas à les régler. Aujourd'hui, le Niger a fait un pas, le Bénin a montré sa bonne foi. Et je pense que si le Niger continue de faire des pas dans le sens du règlement de la crise, je crois que le Bénin ne ferait que pareil. Et l'autre chose, moi je souhaiterais vivement que très vite, cette situation soit conjuguée au passé, pour que les deux peuples frères, je ne parle plus des dirigeants, que les deux peuples frères du Bénin et du Niger se retrouvent pour recommencer à communier comme cela se faisait par le passé. Quand je regarde Gaïa, quand je regarde Malanville, deux peuples qui carrément se mélangent, et on n'arrive même pas à faire la différence entre les Béninois et les Nigériens. Quand vous allez jusqu'à Kandi, des fois vous n'arrivez même pas à faire la nuance entre les Nigériens et les Béninois. Même à Cotonou, ici, il y a beaucoup de Nigériens parmi nous, tout comme il y a beaucoup de Béninois au Niger, à Gaïa, à Dosso, à Niamey, à Tilaberi et consorts. Donc ça pour faire comprendre que ces deux peuples ont des liens séculaires, et ce n'est pas une politique ou une malcompréhension qui va mettre les deux pays en mauvaise posture pour que ça joue contre les populations de ces deux camps. Moi, je salue vivement la démarche aussi bien du Niger que du Bénin, et je salue vivement cette propre réaction du Bénin qui, malgré tout ce qui a été dit récemment, pouvait quand même se dire attention, j'insiste pour que vous veniez d'abord à la table de négociation avant de commencer. Mais on a dit, avec cette lettre, nous démarrons déjà pour montrer que nous avons vraiment envie que cette situation soit conjuguée au passé. Vraiment, bravo pour ce geste qui a été fait. Merci beaucoup, Eric. Vous savez, la décision de blocage est intervenue dans un contexte où, pour le Bénin, on avait commencé par instaurer un cadre informel d'échange. Ce que Patrice Talon n'a pas souhaité pour un projet si important, si sensible, à la fois économiquement, mais aussi en termes de sécurité pour le transport, n'est-ce pas, du pétrole. Et il a souhaité que les échanges soient de façon formelle. Et je pense que quand les autorités du Niger ont adressé un courrier à la douane béninoise pour justement formaliser un cadre d'échange, la réponse de Cotonou, elle est tombée de façon immédiate. Et ça, c'est en même temps la preuve de bonne foi de ce qu'en réalité, quand la décision avait été prise, n'est-ce pas, elle ne visait pas à faire mal, elle ne visait pas à muscler les relations entre Cotonou et Niamey. Elle avait été prise justement pour amener les différents acteurs, n'est-ce pas, dans un cadre formel de discussion et de dialogue. On ne peut pas être des partenaires sur un projet et échanger via un prestataire privé d'un pays étranger. C'est quand même un peu bizarre. Donc je pense qu'aujourd'hui, le cadre est instauré, ce que Patrice Talon a souhaité, en le demandant, en le disant la dernière fois, si les autorités du Niger formalisaient véritablement ce cadre d'échange, eh bien Cotonou allait rapidement se plier. Et donc il y a une bonne foi qui a été prouvée et qui a été manifestée. Mais aussi une décision souveraine, parce que quand la décision avait été prise, on trouvait que Cotonou était sous influence de puissances étrangères, on trouvait que Cotonou était sous pression, on avait estimé que Patrice Talon s'est laissé aller sous la pression de puissances étrangères qui voulaient régler des comptes au Niger, en passant par
Cotonou. Mais voilà que le même Patrice Talon a pris une décision contraire, n'est-ce pas, à ce qui avait été prise il y a quelques semaines en arrière. Et donc je pense que la question n'était pas du tout là. Donc je pense que maintenant que les deux parties vont se retrouver, je pense que entre hier ce matin, les officiels du Niger ont déjà foulé le sol béninois. J'ai posé la question à un acteur un peu majeur de ce projet qui m'a fait savoir que généralement, ils empruntent la voie terrestre pour allier Cotonou. J'ai souri parce que si la frontière est fermée côté Niger, c'est que normalement le passage ne devrait pas être possible. Bref, je me rends compte que tout ce que le Niger est en train de créer véritablement autour de ce projet, est-ce que le vrai problème n'est pas ailleurs? J'ai le sentiment que le Bénin est victime de quelque chose, que le Bénin est en train d'être utilisé comme bouc émissaire. Vous savez, ça fera bientôt 1 an que les militaires sont au pouvoir et ils auront un bilan à défendre vis-à-vis de la population. Est-ce que quand les populations vont commencer par le mettre la pression sur un certain nombre d'actions qui devraient poser et qui n'ont pas été posées, est-ce que la réponse serait pas bon, ben écoutez, vous savez, nous sommes en train de faire face à une menace venant de Cotonou. Nous n'avons pas eu le temps de pouvoir trouver des solutions économiques, de pouvoir trouver des solutions sociales à vos problèmes. Nous pensons d'abord à vos sécurités. Il y a une base militaire qui est jusqu'à côté de nous. Il nous faut régler ce problème. Donc je me dis, est-ce que on n'est pas en train d'utiliser le Bénin comme bouc émissaire pour justifier l'incapacité des militaires à pouvoir trouver des solutions? Mais comme l'a dit Ulrich, aujourd'hui le cadre est installé et bien au-delà du cadre, je pense que le Bénin a donné son accord pour un comité inter-État, n'est-ce pas, pour que les discussions puissent évoluer. Mais ne l'oublions pas, la décision, elle est provisoire. Parce que quand le Bénin a pris la décision, en la motivant par la recherche d'un cadre formel, nous avons vu, côté Niger, la réponse, on a interdit à nos camions de transporter des produits via Togo pour Niger. Est-ce que cela est justifié? Quelle est la raison d'une telle décision? On n'en parle pas. Cela ne fait pas le moindre souci de nos amis du Niger. Mais on reprend avec les échanges de façon formelle et certainement que cela va pouvoir évoluer. J'ai pu remarquer aussi que le partenaire chinois, après la rencontre avec les autorités au plus haut niveau ici à Cotonou, ils vont continuer leur tournée du côté du Niger. Peut-être qu'entre aujourd'hui et demain, on verra encore du côté du Niger si on va aussi faire un pas, un peu comme l'a fait Cotonou dans cette affaire. Franck? Ben, moi, je pense que, comme l'a dit Eric, le Bénin vient de donner la preuve de sa bonne foi dans la conduite de ce projet-là à bon terme. Parce que la décision qui a été prise, c'était pas gagné d'avance. La partie chinoise qui s'est déplacée à Cotonou et qui a échangé avec les autorités, je pense que le Bénin pouvait par exemple exiger que le Niger prenne de nouveaux engagements. Si ça n'a pas été fait et que on a trouvé qu'il faut lever cet embargo-là qui a été mis, sur le pétrole nigérien, je pense que le Bénin a fait preuve non seulement de bonne foi, mais a fait preuve d'une certaine responsabilité politique et qui a respecté, n'est-ce pas, disons la partie chinoise qui s'est déplacée. C'est très important dans les relations diplomatiques. C'est la preuve que le Bénin accorde toute l'importance qu'il faut aux voisins, à d'autres pays qui sont en relation avec lui. Et ça doit être un signal fort qui doit sonner du côté de Niamey pour qu'on comprenne que le bras de fer qui est en cours n'arrange personne. Et dès qu'on a une brèche qui est ouverte, il faut la saisir. Lorsqu'on a la pêche qui est tendue de n'importe où dans une crise comme celle-là, il faut la saisir. Et je pense que le Bénin a fait un grand pas hier. Cet acte posé par Patrice Talon ou les autorités béninoises,
J'espère que ça va avoir un écho l'écho favorable au niveau de Niamey pour que de leur côté également, qu'on puisse relancer les choses. Parce que le plus important aujourd'hui, en dehors de tout ce qu'il s'est passé par le passé pour lequel on a condamné les autorités béninoises pour leur posture et tout, il va falloir que l'on relance véritablement les relations entre le Niger et le Bénin. Et relancer les relations, ça n'est pas seulement le pipeline, il y a les échanges commerciaux qui sont très importants. Vous voyez, le Niger paie un très lourd tribut dans cette affaire, le Bénin paie également un lourd tribut, et donc toutes les parties sont perdantes dans ce bras de fer. Un bras de fer qui est né de la situation que vous savez, de ce coup d'État-là, et donc je crois que les choses ont évolué. Si nous devons nous camper à regarder tout le temps en arrière, à feuilleter les pages de ce qu'il s'est passé et à remuer tout le temps le couteau dans la plaie, je pense qu'on n'ira pas nulle part. On n'ira nulle part. Il faut, dès à présent, à partir de cette décision que les autorités ont prise, ma foi, pour essayer d'envisager le dégel de la situation. Et les discours devraient changer dès maintenant parce que on n'a aucun intérêt à avoir, par exemple, la Chine au dos. Si, par exemple, les autorités béninoises restaient campées sur leur position, c'est que non seulement il y aura bruit entre le Bénin et le Niger, entre le Niger et la Chine, et entre le Bénin et la Chine. Qu'est-ce que nous gagnons dans une situation où on va se regarder en chien de faïence et pour ne rien gagner finalement? Je pense que nous perdons tous. Et ce signal fort donné par Cotonou, je pense que c'est la preuve qu'on a envie que l'on conjugue au passé ces problèmes-là que nous connaissons avec le Niger. Et du côté du Niger, on attend de voir, puisque les Chinois vont se déplacer. J'espère que les esprits seront illuminés là-bas et que, on fera preuve de responsabilité comme Cotonou pour que finalement nous puissions régler ce problème une fois pour toutes. Ce que moi je sais que du côté du Niger, on a fait preuve à un moment donné d'un peu de mépris vis-à-vis du Bénin, parce que lorsque vous vous déplacez, par exemple, une délégation officielle se déplace sur Cotonou pour le projet et que vous ne prenez même pas la peine d'en informer les autorités béninoises, on pouvait par exemple refuser que votre déplacement soit possible, soit effectif au niveau du Bénin, mais ça n'a jamais été le cas. Ça voudra dire que le Bénin fait preuve quand même essaie de faire la part des choses. Ce n'est pas parce que nous sommes en conflit que nous ne pouvons pas collaborer, que nous allons nous fermer toutes les portes. Si on a fait preuve d'ouverture, il va falloir que du côté de Niamey, qu'on fasse preuve d'ouverture pour faire avancer les choses. Je pense que c'est le plus important aujourd'hui. Et on n'a pas, comme on l'a dit, de leçons à recevoir de qui que ce soit. Le Bénin sait ce qu'il fait. Les autorités béninoises savent ce qu'elles font. Et pour défendre les intérêts de notre pays, je crois on est prêt à prendre certains actes, on est prêt à agir d'une certaine manière. Et il n'y a que nous qui sachons quoi faire, qui sachons les contours de nos actes que nous prenons, des décisions que nous prenons. Et vous avez vu cette décision qui a été prise. Je crois que ça doit être plutôt applaudi du côté du Niger pour comprendre qu'il est temps qu'on retourne à la table de négociation. Loris, que pensez-vous que les Nigériens pourraient faire maintenant? Non, mais il est clair que maintenant le cadre est déjà posé actuellement, le cadre est ouvert et désormais les négociations seront beaucoup plus ouvertes. Et ce que moi je souhaite plutôt, vous savez, par le passé, 2 fois il y a eu des délégations qui devraient atterrir à Niamey mais qui n'ont pas pu atterrir et à la fin, on nous a parlé au début des problèmes d'avion, on se connaît tout ça et après on s'est rendu compte que finalement c'est que les délégations n'étaient pas les bienvenues. Je pense qu'aujourd'hui Niamey a plus intérêt à ramollir ou du moins à revoir un peu à la baisse sa tension, à se calmer, parce que quand 2 personnes, deux camps n'arrivent pas à s'entendre, le plus important toujours c'est de s'asseoir et de discuter. Tant qu'on ne s'assoit pas pour discuter, on ne peut pas faire des compromissions, on peut pas
voir ce qu'on peut se concéder mutuellement. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est Niamey qui doit beaucoup plus bouger. Bouger en ce sens que, déjà, au niveau de la frontière, voir, comme l'a dit Franck, revoir les échanges commerciaux, la qualité des échanges commerciaux, parce que, qu'on le veuille ou non, je l'ai dit tantôt dans ma première intervention, Gaïa et Malanville, c'est deux peuples qui se mélangent. C'est deux peuples qui sont pratiquement comme un seul. Et jusqu'à Kandé, jusqu'à Dosso, jusqu'à Maradi et Consort, c'est le même peuple. Donc, c'est pour faire comprendre que si Niamey aujourd'hui veut vraiment que son peuple soit beaucoup plus prospère, soit beaucoup plus en paix, épanoui, économiquement et socialement, pour ne pas dire culturellement aussi, il faut nécessairement qu'on calme un peu le jeu, qu'on ramène l'attention, qu'on calme l'attention, parce que les nerfs sont éprouvés des deux côtés. Que ce soit au Bénin, que ce soit à Cotonou comme à Niamey, les nerfs sont éprouvés. Et je dirais aussi que dans les deux camps, parce qu'il y a eu des envolées de discours ces derniers jours, beaucoup de mots forts, beaucoup d'expressions assez sensibles, surtout pour des pays qui sont assez limitrophes et qui partagent des liens séculaires. Je pense qu'il est temps maintenant de calmer les ardeurs, de ramener complètement à plat les tensions qui sont surchauffées, les nerfs qui sont surchauffés. Les nerfs ont été assez prouvés, je l'ai dit. Il faut maintenant que les gens comprennent que chaque mot qu'on sort aujourd'hui doit être mesuré, très mesuré avant d'être sorti. Tout simplement parce que quand on parle de diplomatie, quand on parle de relations bilatérales, il faut savoir que ça peut heurter des sensibilités. Et le mot que vous utilisez, l'expression que vous utilisez peut aussi étouffer la négociation que vous êtes en train de faire, ou même annihiler tout ce que vous avez entrepris comme démarche. Vous pouvez poser de bonnes actions, mais juste un petit mot mal placé dans un discours peut complètement annuler l'effet de cette action que vous avez posée. Donc je parle aux deux camps, que ce soit Cotonou ou Niamey. Il faut nécessairement que les discours de surchauffe se calment et que maintenant qu'on commence par penser au bien-être des populations. Parce que le plus important, ce n'est pas les dirigeants au sommet. Ce sont les peuples qui en pâtissent, ce sont les peuples qui subissent. Quand vous prenez par exemple les transporteurs du côté du Bénin comme du côté de Niamey, vous voyez les transporteurs béninois qui estiment aujourd'hui qu'ils sont beaucoup plus isolés de la conduite des frets nigériens. Ça ne donne pas une bonne image, puisque le Niger et le Bénin ont toujours travaillé ensemble. De l'autre côté, vous voyez les conducteurs, toujours, je parle des transporteurs, toujours les transporteurs nigériens, qui estiment que le corridor qu'on leur donne aujourd'hui, pour aller vers d'autres ports, ce corridor n'est pas sécurisé, ce corridor n'est pas assez fiable, ce corridor comporte beaucoup de pistes complexes. Parce que regardez le travail qui a été fait. Il faut déjà féliciter ce qui a été fait au Bénin. Quand vous prenez la voie de Cotonou jusqu'à Malanville, vous constatez qu'il n'y a plus de tracasseries policières. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Il faut le reconnaître. Il y a un travail qui a été fait au Bénin. Vous voyez, d'ailleurs, le Bénin a été félicité. Quand on parle des corridors, le Bénin a été félicité dans la sous-région. C'est l'un des corridors les plus sécurisés, les plus fiables et qui comporte moins de tracasseries policières. Donc, les transporteurs ont déjà expérimenté ce corridor pendant des années. Ils expérimentent un nouveau corridor. Ils constatent la différence. Donc, qu'on le veuille ou non, même si les transporteurs béninois souffrent de leur isolement, de la stratégie d'isolement qu'ils subissent, les transporteurs nigériens aussi subissent, parce qu'aujourd'hui, ils empruntent un corridor qui n'est pas aussi facile à emprunter, qui ne leur offre pas les mêmes facilités, le même confort, la même sécurité. Non. Vous voyez, il y a eu un moment ici dans notre pays où chaque fois qu'il y avait un braquage dans une région, systématiquement, le commissaire de cette localité était limogé. Qu'est-ce que le président de la République voulait dans le temps? C'est parce qu'on veut faire en sorte que si tu es commissaire et que tu as sous la charge une localité bien précise, tu dois prendre les dispositions pour qu'on n'entende pas un seul tir d'arme contre les populations, contre les usagers. Et aujourd'hui, de plus en plus, vous avez vu, c'est vrai, qu'on ne peut pas dire qu'il y a insécurité zéro, non, mais il y a un travail qui se fait sur le corridor. Vous prenez la voie, rarement vous verrez un policier vous arrêter pour vous dire, monsieur, donnez-moi tel, donnez-moi les pièces, donnez-moi ici, donnez-moi ça. Non, mais vous allez voir toujours des véhicules de patrouille qui vous suivent. Et même parfois, quand vous avez panne sur cette voie, à une heure indue, le véhicule de patrouille qui vous rencontre essaie de vous aider à dépanner le véhicule. Si par exemple vous avez une crevaison et que vous n'arrivez pas à régler ça, parfois ils vous mettent dans leur véhicule, vous allez jusqu'au premier
vers le premier vulcanisateur que vous allez trouver. Il vous aide à réparer votre nœud. Il vous ramène. Et on a eu des cas comme ça. On a eu beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Il vous ramène votre véhicule. Il vous aide et il s'arrange pour que vous sortiez de cette zone-là. Quand vous sortez de cette zone, vous êtes déjà sous la juridiction de notre commissariat. Vous savez, il y a un travail qui a été fait. Il faut qu'on ait le courage de dire qu'effectivement, le corridor du Bénin est l'un des corridors les plus sécurisés, les plus fiables et les plus confortables pour les transporteurs nigériens. Et les Nigériens ont plus intérêt à venir vers le Bénin. Donc vous voyez, il y a un travail à faire au niveau du Niger aussi. À quoi devrait-on s'attendre? C'est la question du côté du Niger. Oui, et logiquement, après cette levée, on peut s'attendre à ce que du côté de Niamey, qu'on revienne à de meilleurs sentiments. Mais généralement, on ne nous a pas habitués à ça. Je me demande à quoi est-ce qu'on va nous accuser. À présent, peut-être que maintenant on va nous accuser d'abriter des extraterrestres sur notre sol, après nous avoir accusés d'avoir des bases militaires. Et je me dis, quand on est un État et qu'on prend des décisions, on la justifie. Il faut avoir le courage de la justifier. Quand nous prenons la récente décision des autorités du Niger, qui fait que, par exemple, les camions immatriculés au Bénin sont écartés du transport du fret nigérien au port de Lomé, comment on la justifie? Est-ce qu'il y a un problème? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut régler? Ou parce qu'on a estimé que du côté de Cotonou, on a pris une décision de blocage, que systématiquement, il fallait aussi prendre une telle décision. Mais la décision de blocage avait été justifiée. Et je pense que c'est parce que du côté du Niger, on y a trouvé une pertinence que justement, on s'est décidé enfin d'adresser un courrier, un peu comme ça se fait entre États, dans toute administration, n'est-ce pas, pour que le cadre formel se crée et que des échanges puissent évoluer. Donc, logiquement, on doit s'attendre à ce que du côté du Niger, on puisse prendre ces décisions comme une volonté véritablement d'aller vers des échanges formels, de normaliser les relations entre les deux États. Et il faut suivre ça de près. Comme on dit, hier, après la conférence de presse, la délégation chinoise, dans son agenda, a également un rendez-vous du côté du Niger avec les autorités de Niamey. Et peut-être qu'à l'issue de ces échanges et de ces rencontres, d'autres décisions peuvent tomber. Mais ce qui est déjà bien, à la fois pour Cotonou et pour Niamey, c'est de savoir que les deux administrations aujourd'hui se concertent, n'est-ce pas, pour l'évolution, n'est-ce pas, de ce projet de pipeline qui est assez important, assez intéressant pour les deux pays. J'espère vivement que nous n'allons pas nous retrouver encore dans des discours de menaces, d'injonctions, dans des discours d'accusation, n'est-ce pas, pour des choses qui ne sont pas du tout fondées. Franck? Non, moi je pense que un État, c'est du sérieux, c'est plus responsable. Ça n'est pas le mensonge qu'on orchestre et qu'on entend, qu'on ventile dans l'opinion, comme on nous a habitués depuis le démarrage, depuis l'avènement de cette crise-là. Un État, ça fait sérieux, et je pense que tel que les autorités béninoises ont eu à le faire, nous avons vu même le chef de l'État qui était sorti pour justifier une décision qu'il avait prise et la suite qu'il espérait. Aujourd'hui, on n'a pas eu cette suite-là, et pourtant, on continue de prouver notre bonne foi. Il va falloir que du côté du Niger, qu'on se raisonne un tout petit peu, et qu'on sache que nous sommes entre États. Ce ne sont pas des individus qui sont en train de se bagarrer, ainsi de suite. Encore que ça, ce n'est pas une bagarre qui devrait perdurer à partir du moment où la décision n'avait pas été prise. La décision de la CEDEAO, ce n'était pas une décision que le Bénin avait prise. Moi, je pense que c'était la position stratégique du Bénin qui avait été utilisée beaucoup plus par la CEDEAO. Maintenant, tout ce qui a été dit, le ton qui avait été utilisé, c'était forcément pour porter le message de ses homologues que Patrice Talon avait pris la parole dans le temps. Sinon, qu'est-ce qu'il gagnerait véritablement à enclencher une guerre contre le Niger? D'ailleurs, on ne l'a jamais fait. Il y a eu toujours de petites tensions, des incompréhensions dans l'histoire entre le Bénin et le Niger.
Mais cette fois-ci, on a senti que c'est parce qu'il y avait eu coup d'État que ça n'a pas connu une résolution. Si c'était rien que des politiques qui étaient à la tête des deux États, qui parlaient véritablement politique, qui s'y connaissaient, eh bien, on ne serait pas là jusqu'aujourd'hui. Donc, je pense que du côté de Niger, on doit faire un sursaut patriotique qui doit pouvoir replacer, disons, au centre des discussions, les intérêts des deux pays. Nous sommes des peuples africains. J'ai pu écouter sur les chaînes internationales des citoyens africains qui ont appelé et qui ont demandé aux deux États de regarder plutôt les intérêts africains, parce que c'est ce que nous ne voyons pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le Bénin et le Niger, mais figurez-vous que les conséquences vont s'étendre sur tous les autres pays. Si vous avez, il y a par exemple des Burkinabés qui faisaient passer leurs marchandises, je suppose, par le Bénin avant de se retrouver au Niger, qui ont des intérêts ici, qui ont placé leur intérêt ici, entre le Niger et puis le Burkina, ça va impacter négativement sur ces commerçants-là, sur ces hommes d'affaires. Et donc, ça n'arrange personne. La sous-région va en partir. Et je pense que même les collègues de Tiani aujourd'hui, ses collègues de l'AES, devraient pouvoir intervenir pour lui dire, voilà, il faudrait qu'on trouve une solution. Ça n'arrange personne, ce bras de fer. Et le grand rôle revient à Niamey maintenant. Parce que ça fait 2 actes que le Bénin a posé. D'abord, forcer un peu la main pour qu'on retourne à la table de négociation. On a levé un peu l'embargo qui était mis sur le pétrole qui devait transiter par notre port pour aller au niveau de la Chine. Les Chinois sont venus. Vous avez vu, malgré la puissance de la Chine, la Chine s'est déplacée lorsqu'il y a problème, a envoyé c'était une forte délégation que moi j'ai vue hier à l'occasion de ce point de presse-là, a dépêché une forte délégation. C'est comme ça que ça se joue en matière diplomatique. On ne reste pas dans son coin pour accuser tout ça, sans preuve aucune. Non, ça ne se fait pas. On doit pouvoir se parler, même en temps de guerre. On se parle, on se voit, on échange. Donc, du côté de Niamey, on doit comprendre que nous devons changer de paradigme, essayer d'ouvrir un peu les portes au dialogue pour que finalement la solution soit trouvée. Et la solution, elle est là. La solution, ça peut prendre pas 1000 chemins, mais on la connaît. Il suffit déjà d'ouvrir les frontières terrestres et de commencer par échanger entre institutions étatiques. Et je pense que le tour est joué. Oui, vous savez, il n'y a aucune honte à adoucir sa position. Et surtout quand on est dans une situation du Bénin et du Niger, le Niger n'a aucune honte à adoucir sa position. Par exemple, la décision du gouvernement béninois hier, celle d'autoriser de façon ponctuelle et provisoire l'embarquement du premier jet, certains peuvent penser que c'est un rétropédalage, mais non, il faut avoir de la grandeur pour concéder de la place au dialogue. C'est ce que justement le Niger doit aussi apprendre à faire. Ce n'est pas parce que vous avez accepté. Vous savez, quand on est fort, on se dit oui, je peux aller jusqu'au bout. Mais c'est seul celui qui a de la grandeur qui se dit oui, je peux aller jusqu'au bout, mais j'ai aussi la possibilité d'adoucir ma position pour concéder une place au dialogue afin que nous puissions trouver un terrain d'entente. C'est ça justement ce qu'on appelle de la grandeur et de la dignité. Et c'est ce que le Niger aussi doit faire. En revenant sur sa position, en ouvrant sa frontière, en revenant sur certaines décisions que le Bénin trouve un peu exagérées, je pense que le Niger n'aura rien à perdre. Que les autorités du Niger ne se disent pas que oui, ce serait comme si c'était de la faiblesse. C'est pas de la faiblesse, mais plutôt de la grandeur, de la maturité. Et je pense que c'est ce que le peuple nigérien doit pouvoir garder aujourd'hui en tête, à l'esprit. C'est ce que les autorités nigériennes doivent garder à l'esprit. Ce n'est nullement un rétropédalage, mais plutôt de la grandeur, de l'estime de soi pour pouvoir accepter, permettre à ce qu'on trouve une solution. Parce que qu'on le veuille ou non, le Niger en souffre, le Bénin aussi en souffre. Et le Bénin aujourd'hui a montré, déjà, on a ouvert nos frontières, les frontières du Niger n'ont jamais été ouvertes. De l'autre côté, on a encore levé l'embargo sur le premier jet. Le président Patrice Talon pouvait dire non, étant donné que les discours sont déjà allés un peu loin dans les deux camps, j'exige que la délégation béninoise la délégation nigérienne vienne d'abord au Bénin, qu'on s'asseye et qu'on épuise toutes les clauses afin
de savoir où on va. Mais on a dit, mais non, allons, lançons d'abord le premier jet, donnons l'autorisation de façon provisoire et ponctuelle pour montrer que, oui, nous on est prêts pour aller à la négociation. Donc c'est pour vous faire comprendre que ce n'est nullement un rétropédalage, comme certains le pensent, et le Niger aussi n'a aucun intérêt à imaginer que le fait de revenir sur sa position, le fait de revoir des décisions qui sont un peu exagérées d'une certaine manière, n'est nullement un rétropédalage, mais plutôt une preuve de grandeur et une preuve de maturité. Allez, il est 8h47. Je n'ai même pas vu le temps passer. Merci beaucoup les gars. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, juste après moi, suivez la revue de presse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On va se voir probablement le mardi parce qu'il me semble que le lundi est bien férié. Prenez soin de vous.